tous, le comédien Bill de Fer célèbre ses 30 années de présence sur les planches. Il a donné un spectacle humoristique de 2 heures de temps pour marquer l'événement. Au Burkina Faso, le 29 novembre prochain est jour de vote pour la présidentielle. 14 candidats en liste, 5,5 millions d'électeurs inscrits, plus qu'une semaine avant la fin de la campagne électorale. Et en Argentine, Mauricio Macri a été élu président dimanche soir. Il remporte 52,11% des voix et c'est la première fois dans l'histoire argentine qu'un candidat libéral arrive au pouvoir par les urnes. Lundi 23 novembre, bienvenue à vous dans le point de l'actualité sur RTI 1. Les doctorants en philosophie de l'université Alassane Ouattara de Bouaké initient un colloque. Ils veulent contribuer au renforcement de la cohésion sociale dans le pays. Apprendre à vivre ensemble, c'est le thème retenu pour la rencontre. Le reportage de Amadou Ouattara. Contribuer au renforcement de la cohésion nationale, mais également permettre aux doctorants de produire des articles scientifiques avant leur recrutement à l'université. Tels sont les objectifs que s'assignent les étudiants membres du cadre d'échange des doctorants de philosophie CEDOF de l'université Alassane Ouattara. Avec le LMD, il faudrait de telles activités pour tester véritablement la qualité de la formation, surtout des doctorants. Donc en initiant de telles activités, cela contribue à la bonne formation des doctorants au niveau de l'université Alassane Ouattara. Puisqu'on leur demande de produire des articles avant de soutenir. Donc ce colloque-là leur offre cette occasion-là. Environ 100 participants ont pris part aux 4 ateliers qui ont enregistré une cinquantaine de communications. Thème central de ce colloque, apprendre à vivre ensemble. En tant qu'Ivoiriens, nous sommes dans une logique de réconciliation nationale. Et cela dit, les fruits, les résultats de ce colloque pourront aider à renforcer les échanges, les discussions et surtout sceller des bases communes pour la réconciliation nationale. A aussi ponctué ce colloque la présentation du livre intitulé « La gestion des crises politiques en Afrique, entre respect du principe de liberté et tolérance ». Son auteur, Joël Bailly, doctorant en philosophie à l'université Alassane Ouattara. Les cadres de la sous-préfecture de Satama-Sokora offrent 200 tables bancs aux établissements privés primaires de 12 villages issus des 2 localités administratives. Il s'agit pour eux d'accompagner le gouvernement dans l'application de sa mesure sur l'école obligatoire pour tous les enfants de 0 à 6 ans. Charles Tetou. Kobara Mangoroso dans la sous-préfecture de Satama-Sokoro. 2 localités fondues en une avec la politique du regroupement des villages. Gage d'un développement harmonieux. L'école primaire publique de cette localité d'environ 2000 âmes a été choisie pour abriter la remise officielle des dons. 200 tables bancs et du matériel informatique. Dons faits par professeur Koulibaly Adama, président de l'université Péreforogon Koulibaly de Korogo. Ces dons renforcent ainsi les actions du PPU porté sur la réhabilitation des bâtiments du groupe scolaire de Kobara Mangoroso, mais surtout témoigne de l'application de la mesure gouvernementale, l'école obligatoire des enfants de 6 à 16 ans par les cadres du peuple Yamala. Nul n'est censé ignorer la loi et comme l'État ne peut pas tout faire, en tant que cadre Yamala, nous avons œuvré pour le don de 200 tables bancs aux écoles primaires publiques hors commune de Satama-Sokoro et de Satama-Sokora pour apporter notre modeste contribution à l'œuvre gigantesque qui consiste à rendre l'école obligatoire. En effet, les équipements scolaires concernent 12 écoles issues des 2 sous-préfectures, notamment Satama-Sokoro et Satama-Sokora. Les lots d'outils informatiques reviennent aux autorités administratives des 2 localités. Les bénéficiaires, eux, ont salué cet acte de portée sociale avec une promesse de l'utilisation à bon escient de ces équipements. Les danses du terroir ont donné une note de gaieté à la cérémonie.
À Agny-Bilekro, dans l'Indénié du Ablin, ils sont nombreux les élèves à prendre pour la toute première fois le chemin des classes grâce à la mesure de l'école obligatoire en vigueur dans le pays. Et c'est le cas d'un petit garçon qui se retrouve en classe de CP1 à l'âge de 15 ans. Mamadou Kwasi. Âgé de 15 ans, Amadou Sidibi est en classe de CP2 à l'école primaire publique Agny Plateau 3 dans la ville d'Agny-Bilekro. Amadou intègre l'école grâce à la loi portant l'école obligatoire à tous les enfants de moins de 16 ans. Après 3 années de formation dans le système confessionnel islamique, Amadou veut relever d'autres défis. Comme j'ai fait l'école coranique, ça coûte ça de se venir ici. Je veux connaître papier, je veux connaître pour lire, je veux connaître écrire, ça coûte ça de se venir ici. Au début, je se sentais un peu complexé, mais actuellement ça va. Parce qu'au début, quand les camarades l'ont vu, bon, ils étaient beaucoup étonnés, ils riaient, donc j'étais obligée de leur dire de ne pas se moquer de lui, que c'est maintenant, il vient à l'école, que ça arrive. Donc ils ont compris, donc ils sont avec lui, ils jouent avec lui, pas de problème. Inscrit au CP1 à la dernière rentrée des classes, il est actuellement au CP2 après quelques mois de cours. Une progression qui s'explique selon le directeur de l'école. Il s'est retrouvé au CP2 parce que c'est vrai, quand on a envoyé l'enfant à l'inscription, il nous a paru extraordinaire par rapport aux autres enfants de CP1. Et comme ça, on a soumis à un test. Un test de CP qui consiste à lire d'abord les sons, à lire des syllabes, associer des sons et des syllabes. Il a reçu brillamment à ce test. Ce sont au total 10 enfants de près de 15 ans qui ont été inscrits au groupe scolaire Agny Plateau. Dans le département d'Agny-Bilekro, l'école obligatoire est une réalité. En ville comme au village, les parents d'élèves ont totalement adhéré à cette initiative du gouvernement. Même si aujourd'hui cette loi connaît quand même des limites liées à la disponibilité des places. Compte tenu de l'affluence, les effectifs étant très élevés par manque de structure, on a oublié de scinder la classe en deux. Donc un maître intervient le matin et puis un autre intervient l'après-midi. Et puis les mercredis, je retrouve tous à l'école pour rattraper un peu ce qu'ils auraient perdu. Pour cette année scolaire, les enfants ont reçu la documentation nécessaire pour leur assurer une année réussie, avec pour perspective de meilleurs résultats en fin d'année. Toujours dans l'Indénié du Ablin, le village de Tanguélan célèbre la fête de l'Ignam, une fête qui marque le nouvel an chez le peuple Agny du Ablin. Mamadou Kwasi. Une messe et une procession des fidèles de l'église catholique dans les rues de la ville d'Agny-Bilekro, suivi d'un moment de prière et de bénédiction à la cour royale. Des instants de sollicitation du Tout-Puissant, suivis de chants et de danses, des comiats. Ces prêtresses traditionnelles et conseillers spirituels du royaume. Nous sommes à la célébration de la fête de l'Ignam dans le royaume Agny du Ablin. Une fête qui marque la nouvelle année chez ce peuple de l'Est de la Côte d'Ivoire. C'est le moment choisi également pour communier avec les mânes, pour la paix dans le royaume, mais aussi pour le bonheur du peuple Agny du Ablin. Les 12 rois qui ont précédé Nana Agny-Bilé II reçoivent chacun une offrande. Et la position de poulet confirme l'accord des mânes pour l'acceptation des vœux formulés par le roi et son peuple. Chose qui laisse croire que la nouvelle année sera glorieuse et abondante. Sa Majesté Nana Agny-Bilé II, à travers son porte-voix, invite ses disciples au renforcement de la cohésion sociale et à la culture de la paix. Un nouveau départ pour le royaume du Ablin, le signe de la cohésion sociale, de la paix et la prospérité. Des messages bien appréciés par les autorités administratives et politiques qui placent la culture au cœur du développement. Vous voyez, le président de la République nous parle de l'émergence. Tout cela, pour être émergé, il faut avoir un peu de la tradition. Cette fête fait partie des éléments qui concourent à la cohésion sociale et à aider à maintenir la paix et la cohésion sociale dans notre département. Nos aïeux ont tracé les sillons. Nous devons de maintenir cette tradition parce qu'une société qui n'a pas de culture est une société qui est vouée à la perte. Donc c'est pour cela que nous mettons un honneur particulier à participer à cette fête avec beaucoup de joie et de plaisir. Après la cour royale, le peuple Agny du Ablin peut maintenant consommer l'ignam, une fête qui sera reprise dans tous les villages du royaume. Mais avant, la communauté musulmane, troisième composante de cette célébration, a prié Allah afin que la nouvelle année soit une année de paix et de bonheur pour le peuple Agny du Ablin.
30 années de carrière pour l'artiste comédien Kouya Nyepa, alias Gbi de Fer. Il a donné un spectacle inédit, 2 heures de rire pour célébrer ses 3 décennies de présence sur scène. Serge Coléa. Qu'est-ce que tu prépares aujourd'hui là? Oh, je fais les Zaklewa, comment tu vois ça? Zaklewa, c'est quoi? Oh, c'est un nouveau plat, c'est un surprise. Au milieu des années 90, Kouya Nyepa, alias Gbi de Fer, se révèle au grand public ivoirien à travers l'émission Dimanche Passion sur les antennes de la RTI, animée par un animateur non moins célèbre, Barthélémy Inabo-Zouzoua. À cette époque, le comédien a déjà une dizaine d'années de pratique du théâtre. Avec Dimanche Passion, sa carrière va connaître une ascension. Gbi va rentrer dans l'estime de milliers d'amoureux du théâtre populaire et de l'humour à la sauce ivoirienne. Aujourd'hui, cela fait 30 ans que Gbi de Fer fait rire aux éclats les Ivoiriens. Le comédien a encore du talent à revendre, comme il l'a démontré avec ses amis du Djeli Théâtre ce samedi 21 novembre au Palais de la Culture de Treichville à l'occasion de l'anniversaire de ses 30 ans de carrière. Le public nous a beaucoup aimé. C'est une occasion pour leur dire merci. Et puis c'est une occasion pour que toute la troupe se retrouve comme avant et jouer ensemble. Est-ce que nous sommes satisfaits des 30 ans que nous avons passés? Je peux dire oui parce que ça nous a créé assez de relations. Pendant ses nombreux sketchs et pièces de théâtre, Gbi de Fer tient toujours un fusil jamais chargé. La raison est toute simple, l'homme a un amour pour le métier des armes. Gbi de Fer a tenté à 2 reprises le concours de la police avant de rentrer à l'INA, l'Institut national des arts, devenu aujourd'hui l'INSAC. Je suis content pour Gbi parce qu'il fait partie des leaders dans ce domaine-là. Et 30 ans après, son humour est toujours resté vivace. Il va falloir essayer de se structurer de plus pour pouvoir vivre véritablement de son art. Je suis un fidèle pour Gbi de Fer. Il m'a fait revenir un peu en arrière. J'ai beaucoup ri, je me suis amusé. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, parrain de ce spectacle anniversaire, était représenté par un de ses vice-présidents. Plusieurs autres personnalités du monde politique et culturel, ainsi que la grande famille des artistes, sont venus apporter leur soutien à Gbi de Fer. La 4e édition du Festilag, le Festival international du film des lagunes, vient de s'achever. 4 prix ont été attribués dans les catégories film, long métrage, court métrage et documentaire. Issa Yeo et Serge Coléa. Les lauréats du Festival international du film des lacs et lagunes 2015, Festilag, sont connus. Le prix du meilleur long métrage, Grand Prix de la diversité culturelle, a été remporté par le Camerounais Boris Lojkili avec son film Hop. Il empoche plus de 3 millions de francs CFA. Le prix du meilleur court-métrage est revenu au Français Farid Bentoumi avec son film Un métier bien. Quant au Français Laurent Chevalier, il s'est vu octroyer le prix du meilleur film documentaire avec La Trace de Kandia. Le prix Lagoon Wood du meilleur film ivoirien a été octroyé à l'ivoirien Modiabi grâce à son film Djibada. Ce prix, je le considère comme étant une marque de reconnaissance pour le travail fait par la nouvelle génération de réalisateurs ivoiriens. Le cinéaste ivoirien Idriss Diabaté, par ailleurs président du jury du Festilag, a reçu un prix d'honneur récompensant l'ensemble de sa carrière. C'est un sentiment de fierté, de grandeur. Quand on pense à toi, pour faire quelque chose de cette dimension-là à ton nom, tu ne peux être que fier. La directrice du festival, Nakissi Savané, s'est félicitée de la bonne tenue de cette édition du Festival. Je suis satisfaite parce que depuis 3 ans, on est en train de travailler sur cette relance du cinéma. Et petit à petit, nous avons construit un public. Nous attendons maintenant la réouverture des salles. La 4e édition du Festival international du film des lacs et lagunes a été l'occasion pour les organisateurs de sensibiliser les hommes et les femmes sur la nécessité de lutter efficacement contre l'excision. Comme toutes les grandes villes du monde, Abidjan vit au rythme de la nuit, surtout les week-ends. Issa Yeo et Victorine Yao ont visité quelques points chauds de la capitale. Ils nous proposent des images du Abidjan by Night. Makori Zone 4 ce samedi, il est minuit 30. Nous sommes dans l'une des boîtes de nuit les plus chaudes de la capitale, Abidjan. Ici, il n'y a qu'une clientèle adulte qui vient s'amuser après une semaine chargée et stressante. Venez tous, il y a l'ambiance,
Ici, Abidjan, la Côte d'Ivoire, c'est ici que ça se passe. Abidjan a repris de plus belle pour ceux qui font le business de la nuit. Nous, on ne se plaint pas, on est content. À Yopougon rue Princesse, l'ambiance surchauffée des maquis a fait place aux boîtes de nuit. Nous sommes là et ça va. Nous avons repris le travail et tout va bien actuellement à la rue. Désormais, les folles ambiances de la commune se sont déportées au carrefour antenne du quartier Maroc. Ici, les maquis font la loi. On s'amuse bien. Je suis sortie, c'est pour dire que la Côte d'Ivoire s'est réconciliée. On aimerait que ça soit comme ça, pour être à l'aise dans le pays, quoi. Big up à tout le monde, je vous aime, on est ensemble. En Zouglou, ça réussit toujours, pour dire comme ça que la Côte d'Ivoire est encore dans cette activité. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est ce pays-là même où on a tenu le dos à la violence. Les week-ends sont également l'occasion pour les vendeurs de faire de bonnes affaires. C'est le cas de David Nikiema, vendeur de pain au saucisson, même s'il reconnaît faire face à quelques difficultés. Même si c'est dur, mais par grâce de Dieu, ça va. On se défend. Vendredi, samedi, dimanche, ça marche plus par rapport aux jours ouvrables. Puis c'est le week-end, les gens sortent plus. Les chauffeurs de taxi ne se plaignent pas non plus. Je roule jusqu'au matin. Il n'y a rien, la ville est tranquille, la police, la sécurité et tout. Aujourd'hui, je me défends, ça va. Il y a la recette sans problème. Le constat est net. Abidjan vit la nuit. Les travailleurs de nuit vaquent à leurs occupations sous la surveillance et l'œil vigilant des forces de l'ordre. Et quittons la boîte de nuit d'Abidjan pour les plantations de Soubré. La délégation régionale du Conseil Café Cacao entame une campagne de proximité. Il est question de mieux faire connaître les procédures de commercialisation intérieure de la campagne 2016. Doigt des lasers. Un cacao de bonne qualité et comment le commercialiser. Voici entre autres les motifs de la campagne d'information et de sensibilisation dans la région de la Nawa. La délégation du Conseil Café Cacao a mission dans cette région à expliquer aux planteurs les méthodes de culture et les procédures de commercialisation pour la campagne 2016. On va vous donner des cabosses, comme des semences Mercedes, on va vous donner des produits phyto et puis on va vous donner des sacs pour mettre le cacao dedans. Mais en plus de ça, on dit qu'il faut faire pour que vos champs soient bien, mais au village aussi, on doit vous assister. Les acteurs de la filière café-cacao des localités de la sous-préfecture de Grands Atri et d'Opouyo ont eu la visite de la délégation. Les bonnes pratiques agricoles leur ont été enseignées en vue de produire un cacao fermenté et de bonne qualité. Soubré, quand on prend la production de la Côte d'Ivoire, 40%, c'est-à-dire plus de tiers, ça vient de Soubré. Donc si la mauvaise qualité, c'est-à-dire tout le cacao qui sort de Soubré est de qualité mauvaise, c'est tout le cacao de Côte d'Ivoire qui est mauvais. Donc nous avons une grande responsabilité. Les autorités administratives de la région de la Nawa ont salué cette initiative qui, pour elles, doit permettre aux producteurs la bonne maîtrise du mécanisme de fonctionnement de la filière en vue d'améliorer leur production. Le prix bord champ du cacao, selon la décision du gouvernement ivoirien, est de 1000 francs CFA. Il œuvre dans le domaine du recyclage. Il s'agit des présidents d'unités de valorisation de déchets. Ils ont été formés à la gouvernance et au leadership. Il s'agit de les initier aux méthodes d'organisation, de fonctionnement et d'animation des coopératives, en plus des techniques de commercialisation. Patrick Assamoah et Ami Sissoko. Recycler les déchets plastiques en vue d'un environnement sain. C'est la mission assignée à ces présidents d'unités de valorisation des déchets, UVD. Au nombre d'une vingtaine, ils sont devenus responsables des UVD à la faveur du programme DDR, désarmement, démobilisation et réintégration. Mais sans formation, difficile de réussir leur nouvelle mission. Les entreprises meurent après 2 ans d'activité. Or, nous ne voulons pas vraiment être dans ce cadre-là. Nous voulons aller au-delà. Les sachets que nous ramassons, c'est à fabriquer les seaux, les bâches, les gobelets. L'entreprise a été créée. Il n'y a pas de personne qui est là pour nous montrer les directives à suivre, les procédures à suivre pour
pour que l'entreprise aille de l'avant. Nous ne maîtrisons pas le marketing. Pour pallier ces insuffisances, ces présidents d'unités de valorisation des déchets UVD sont donc formés au management, technique de gestion et au civisme par la GIZ. La matière première qu'ils utilisent pour leur secteur, c'est les déchets de sachets plastiques. Avec ça, faisant suite au décret du gouvernement de Côte d'Ivoire qui a demandé qu'on puisse interdire ces sachets, nous avons pensé que c'était juste de les accompagner par rapport à la contribution qu'ils rendent pour améliorer l'environnement et par rapport aux revenus qu'ils peuvent générer dans ces secteurs pour entretenir leur vie. Parfois, il y a une confusion entre les présidents d'associations et les présidents des unités de valorisation des déchets qui sont des entreprises à part entière, au sens où elles sont formalisées, elles doivent être productives et rentables. Nous sommes en situation d'auto-emploi qui peut migrer, progresser et évoluer vers une solution d'emploi durable, d'emploi pérenne et aussi de recrutement de d'autres bénéficiaires. Des actions qui permettront la pérennisation des unités de valorisation des déchets et une bonne gestion de la part des responsables. Pour la mise en œuvre d'un programme quinquennal, le gouvernement ivoirien et la Banque islamique de développement signent un accord de 300 milliards de nos francs. La première opération d'un montant de 150 milliards a été lancée ce lundi matin. Le reportage est signé Jean-Jacques Kwame. Ce programme a été convenu pour s'exécuter en 2 phases. L'opération conclue ce lundi avec la Banque islamique de développement représente la première phase, montant 150 milliards de francs CFA. La présente cérémonie de lancement de l'émission de titres publics sur le marché sous-régional est le dernier maillon d'une action concertée qui a effectivement démarré avec la constitution d'une équipe projet composée d'experts des ministères auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du budget sous la coordination de l'arrangeur de l'opération SID. Cet emprunt, conforme aux principes de la finance islamique, sera représenté par des titres de créance à partir de 10 000 francs CFA sur lesquels sera observée une marge de profit de 5,75% l'an. La souscription est ouverte donc aux investisseurs institutionnels et aux personnes physiques et morales sans distinction de nationalité ni de religion. Et j'insiste sur cet aspect, sans distinction donc de religion. Cet emprunt constitue un complément substantiel de ressources qui permettra de faire face aux énormes besoins liés à l'ambition de doter la Côte d'Ivoire d'infrastructures modernes et de qualité. L'État de Côte d'Ivoire sollicitera régulièrement le marché des capitaux à l'échelle régionale, mais aussi internationale, puis lever les ressources dans des proportions de plus en plus importantes, mais en tenant dûment compte, premièrement, du profil de la dette publique globale et deuxièmement, de sa soutenabilité. Au-delà de l'objectif financier, l'attente du gouvernement est de mettre en place un dispositif permettant d'assurer non seulement le succès de cette opération, mais également de celles qui interviendront ultérieurement. Les professionnels francophones du secteur des logements sociaux se retrouvent pour réfléchir sur le financement du logement en Afrique. Une rencontre internationale va se tenir dans la capitale économique ivoirienne. Chantal Akanda. Pour permettre à un grand nombre d'Ivoiriens de se loger, le président Alassane Ouattara a annoncé la construction de 250 000 logements pour les 5 années à venir, soit 50 000 logements par an. Cette problématique du logement est partagée par le réseau de l'habitat et de la francophonie, un réseau des professionnels francophones de l'habitat social et du développement urbain. Ce réseau entend apporter sa contribution en initiant un cadre de rencontres, d'échanges et de réflexion autour de la question du financement du logement en Afrique. En prélude à cette rencontre internationale qui se tient bientôt à Abidjan, le représentant de la Chambre de commerce et d'industrie situe les enjeux. Le réseau essaie d'aider à la mise en place de politiques qui contribuent à la réalisation de logements qui s'adaptent à l'environnement de chaque pays. On aide à mettre en place des mécanismes de financement. Vous avez une banque, vous avez une structure de construction, vous avez tout ce qu'il faut comme expertise. Ce sont des expertises qu'on met au service des pays pour les aider à mettre en place une politique d'habitat. Et donc, ces recommandations ont été remises à chaque membre du réseau dans son pays
Et donc, on doit pouvoir l'utiliser avec nos ministres de concession pour essayer de mettre en place des politiques d'habitat. Les initiateurs de cette rencontre sur le financement du logement en Afrique notent avec satisfaction qu'en Afrique, des mécanismes de financement ont été déjà mis en place. Présent sur la scène depuis 25 ans, le réseau de l'habitat et de la francophonie regroupe tous les pays francophones. Le mouvement ivoirien des droits humains initie des journées portes ouvertes dans 5 tribunaux du pays. L'objectif principal est de permettre aux populations de voir de plus près ces instances, de ne plus en avoir peur et donc de s'en rapprocher en cas de besoin. Le reportage de Soro Corona. Bien que consacrée par la loi fondamentale en ses articles 2 et 20, la justice reste méconnue des Ivoiriens. Seulement 2 sur 10 Ivoiriens connaissent son fonctionnement, nombre d'entre eux l'ignorent et se méfient même de la justice. À la justice, on vient juger les gens pour les mettre en prison. Au temps colonial, dès qu'on voit quelqu'un habillé seulement, militaire, tout ça là, surtout la justice, tout le monde a peur. Même vos enfants, quand il est habillé seulement, on a peur de lui. Cela a beaucoup de conséquences sur la population. Dans les villages, les enfants n'ont pas d'extrait. Et à partir de 90 jours, c'est le jugement supplétif. Et quand on leur dit que ça se passe à la justice, le parent se recoquille sur lui parce qu'il se dit s'il va, on va me mettre en prison. La peur et la méfiance installées entre la justice et les justiciables trouvent également son origine dans l'éloignement des instances judiciaires des populations. Pour les populations, seules des campagnes de sensibilisation et d'information peuvent briser ce mur de méfiance. Je crois qu'on doit faire une sensibilisation auprès de la population. Un message bien perçu par le mouvement ivoirien des droits humains, en abrégé MIDH, cette organisation de défense, de protection et de promotion des droits de l'homme à l'appui technique et financier de Terratech et de l'USAID pour initier des journées portes ouvertes dans 5 tribunaux du pays. Nous avons constaté en tant que défenseurs des droits de l'homme que les populations, surtout les plus vulnérables, n'ont pas suffisamment accès à la justice. Et donc, nous avons sollicité un autre partenaire. Nous avons mis en place ce projet pour pouvoir aider les populations à, n'est-ce pas, avoir accès à la justice. À Bouaké, les fonctions du magistrat de siège, de greffe, des travailleurs sociaux, des huissiers de justice et des notaires ont été expliquées, une démarche appréciée par les leaders d'opinion. Avec cette journée, la population sera complètement libre de passer à la justice. Si on peut avoir ces genres de journées comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font, ne vont plus se faire. Par exemple, les questions de corruption, les gens qui se font justice pour eux-mêmes. Au total, cette séance de sensibilisation pour les populations de Bouaké, une initiative à renouveler, l'appareil judiciaire demeurera incontournable dans la régulation et l'équilibre de la société. Un mot de religion avec la fête de la Charité à la chapelle Sainte-Monique de la sous-préfecture de Grand-Maurier. C'est dans la zone sud de la Côte d'Ivoire. Une collecte de fonds a été initiée pour les besoins de la chapelle. Thérèse Yoboué. Mbatra est une localité située dans la sous-préfecture de Grand-Maurier, dans le département d'Agboville. Les populations de cette localité viennent d'organiser leur fête de la Charité en présence de nombreux fidèles et des autorités de la région. Au cours de la célébration eucharistique en l'église Sainte-Monique de Mbatra, le père Arsène Agnimel Biti a exhorté l'assistance à donner sans calcul, et ce, à l'image de la veuve de Sarepta qui n'a pas hésité à donner à manger au prophète Élie, malgré la difficile vie qu'elle menait avec son fils. Message bien reçu par les populations qui ont fait des dons de différentes natures. Elles se sont dites heureuses d'une telle initiative qui permet de collecter de l'argent pour les besoins croissants de la chapelle Sainte-Monique de Mbatra. La chapelle Sainte-Monique de Mbatra dépend de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin de Grand-Maurier et qui fait partie du diocèse d'Agboville. L'actualité ailleurs dans le monde est marquée par l'Argentine. Mauricio Macri a été élu président de la République dimanche soir. Il remporte 52,11% des voix contre 47,89% pour son adversaire de gauche Daniel Scioli. C'est la première fois dans l'histoire argentine qu'un candidat libéral arrive au pouvoir par les urnes.
Au Burkina Faso, le 29 novembre prochain est jour de vote pour la présidentielle. 14 candidats en lice, 5,5 millions d'électeurs inscrits et plus qu'une semaine avant la fin de la campagne électorale. Alexis Ouedraogo est notre envoyé spécial à Ouagadougou. Campagne pour la présidentielle 2015 au Burkina Faso. Ce dimanche, dans plusieurs quartiers généraux de campagne, l'on sonnait la mobilisation et discutait des projets de société. Dans les rues de la capitale Ouagadougou, les affiches des 14 candidats en lice sont visibles. 2 femmes, 5 indépendants et 7 autres candidats investis par le parti politique. 2 noms, toutefois en pillant sur rue, Roch-Marc Christian Kaboré du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, et Zéphirin Diabré de l'UPC, Union pour le Progrès et le Changement. Cette dernière semaine de campagne s'annonce dynamique. Plus de 5 millions de Burkinabés sont attendus aux urnes pour choisir leur président. Il faudra donc les convaincre. Après la période de transition qu'on a connue et puis les périodes troubles qu'on a eues, c'était le moment de programmer ces élections-là. C'est plus que nécessaire actuellement parce qu'on a eu une situation assez difficile et il faut maintenant qu'on ait un président démocratiquement élu. Et c'est le moment. Le président qui est attendu par tous les Burkinabés, c'est celui-là même qui doit être à l'écoute de tous les Burkinabés. Parce que ce qui a été à l'origine du départ de l'ancien président, et je pense que c'est sur ce même élément qu'on va le juger. Ça veut dire l'attente de la jeunesse, l'attente des femmes, des hommes et de tous les travailleurs. Initialement prévu le 11 octobre dernier, ces élections présidentielles qui se tiennent en même temps que les législatives avaient été reportées au 29 novembre prochain en raison du putsch manqué du 16 septembre dernier. Un scrutin dont l'enjeu reste important pour les populations qui y voient le retour à la stabilité. Le Mali entame aujourd'hui 3 jours de deuil national après l'attaque du Radisson Blu Hotel de Bamako. L'état d'urgence a été décrété pour 10 jours et le président Ibrahim Boubacar Keïta appelle à la vigilance. Au moins 3 suspects sont activement recherchés par la police. L'attaque a fait 20 morts en plus de 2 assaillants et autant de blessés. À Paris, le président François Hollande et le premier ministre britannique David Cameron rendent hommage ce lundi aux victimes du Bataclan. Les 2 hommes ont aussi évoqué la lutte antiterroriste. François Hollande doit s'entretenir dans la semaine avec Barack Obama, Angela Merkel et Vladimir Poutine. Un seul sujet, comment forger une coalition contre l'organisation État islamique. Et voilà pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Un nouveau journal à 20h sur RTI 1. Très bon début de semaine à vous.